Ma fille de 4 ans pleurait parce que j'étais en retard, alors ma famille l'a emmenée à l'aéroport avec eux. Ils voyageaient en première classe avec toute la famille de ma sœur. Quelques minutes plus tard, ils ont posté des photos d'eux en train d'embarquer, mais ma fille n'apparaissait sur aucune d'entre elles. Paniquée, j'ai appelé et demandé « Où est-elle ?» Ma mère a répondu calmement, elle était difficile. Elle n'écoutait pas. Puis, en arrière-plan, ma sœur a ricané, disant qu'elle était peut-être enfermée dans des toilettes, bâillonnée avec du ruban adhésif. Bonne chance pour la trouver. Ils ont ri et ont raccroché. Mes mains tremblaient alors que je filais vers l'aéroport et alertais la sécurité. Ils ont bouclé toutes les sorties pendant que je cherchais désespérément. Quand ma famille a atterri des heures plus tard, une surprise les attendait. Je me souviens encore du matin où tout s'est effondré. Mon réveil n'avait pas sonné parce que j'avais oublié de charger mon téléphone la veille. Et quand je me suis enfin réveillée, la lumière du soleil filtrait à travers les stores sous un angle qui m'indiquait que j'avais dormi au moins 2 heures de trop. Ma fille, Emma, avait été si excitée à l'idée d'aller à l'aéroport avec sa grand-mère et la famille de sa tante Jessica, bavardant sans cesse la veille au soir sur le fait de voir les gros avions et de manger des frites de l'aéroport. Le plan initial semblait assez simple. Ma mère et ma sœur s'envolaient pour Miami pour des vacances dans une sorte de complexe hôtelier en bord de mer avec le mari de Jessica, Derek, et leurs 2 enfants, Madison et Tyler. Elles avaient proposé d'emmener Emma pour la première fois, pour une semaine entière de soleil et de piscine. J'étais censée les retrouver chez ma mère à 7 heures du matin. Ensuite, nous devions nous rendre tous ensemble en convoi à l'aéroport. Mais la vie en avait décidé autrement. Quand je me suis enfin extirpée du lit à 9h15, mon téléphone affichait 17 appels manqués. Apparemment, Emma avait pleuré en me réclamant, demandant où était maman. Pourquoi maman ne venait-elle pas? Le message vocal de ma mère montrait clairement qu'elle était agacée. On ne peut plus attendre, Jennifer. On l'emmène avec nous. Tu peux nous rattraper si tu te dépêches. J'ai enfilé le jean de la veille et un sweatshirt. Je n'ai pas pris la peine de me maquiller. J'ai juste attrapé mes clés et me suis précipitée dehors. Le trajet jusqu'à la maison de ma mère prenait normalement 25 minutes, mais je l'ai fait en 18, grillant 2 feux oranges qui sont certainement passés au rouge avant que je ne traverse le carrefour. Son allée était vide. La maison semblait sombre et silencieuse, comme si personne n'y avait été depuis des jours. Mon téléphone a vibré, une notification d'Instagram. Jessica avait posté une photo. Je l'ai ouverte, assise dans ma voiture au ralenti, et mon estomac s'est noué. L'image montrait ma mère, Jessica, Derek, Madison et Tyler, tous souriant à l'objectif, leurs cartes d'embarquement de première classe déployées en éventail comme des billets de loterie gagnants. La légende disait, on commence notre aventure à Miami avec style. Première classe, Baby. Viens de bénies vacances en famille vivre notre meilleure vie. J'ai fait défiler frénétiquement les photos suivantes. L'une les montrait à la porte d'embarquement. Une autre capturait la famille de Jessica posant près de l'entrée de la passerelle, Madison tenant un gobelet Starbucks décoré de son nom mal orthographié. Chaque photo mettait en scène les 5 mêmes personnes. Emma n'était sur aucune d'elles. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai appelé ma mère immédiatement. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'elle ne décroche, et je pouvais entendre le bruit de fond d'un terminal d'aéroport, avec des annonces résonnant dans les interphones. Maman, où est Emma? Ma voix est sortie plus aiguë que je ne le voulais, au bord de la panique. Oh, Jennifer, a-t-elle soupiré, comme si je lui demandais d'expliquer les mathématiques de base à un enfant. Elle était difficile. Elle n'écoutait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est ma fille? J'ai entendu des voix étouffées. Puis la voix de ma sœur s'est rapprochée du téléphone. Elle riait. Elle riait vraiment. Elle est peut-être enfermée dans des toilettes, bâillonnée avec du ruban adhésif. Bonne chance pour la trouver. D'autres rires ont éclaté en arrière-plan. Plusieurs voix se sont jointes, comme si c'était la blague la plus drôle que l'on ait jamais racontée. La voix de ma mère est revenue. On ne pouvait pas gérer sa crise de nerfs, Jennifer.
Elle était absolument impossible. Tu aurais dû être à l'heure. La communication a été coupée. Pendant plusieurs secondes, je suis resté figé dans ma voiture, incapable de traiter ce que je venais d'entendre. Ma fille de 4 ans était quelque part à l'aéroport, seule, peut-être attachée, pendant que ma famille montait à bord d'un avion pour Miami sans elle. Ils avaient abandonné un enfant. Mon enfant. Et ils trouvaient ça drôle. J'ai démarré en trombe de l'allée de ma mère, si vite que les pneus ont crissé sur l'asphalte. L'aéroport était à 40 minutes dans un trafic normal, mais j'ai conduit comme une possédée, en zigzagant entre les voitures sur l'autoroute, les feux de détresse clignotant. Tous les scénarios terribles tournaient en boucle dans ma tête. Emma enfermée dans une cabine de toilette, pleurant après moi, incapable de sortir. Emma errant seule dans le terminal, terrifiée et perdue au milieu de milliers d'inconnus. Emma enlevée par quelqu'un de mal intentionné parce que ma famille l'avait laissée complètement sans protection. J'ai appelé le 911 depuis la route, à peine cohérente, en essayant d'expliquer la situation à l'opérateur. Ma famille a abandonné ma fille de 4 ans à l'aéroport. Ils ont dit qu'elle était peut-être enfermée dans des toilettes. Je suis en route, mais j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, il faut que quelqu'un la trouve. L'opératrice est restée calme, avec ce professionnalisme qui demande probablement des années de formation. Elle a pris la description d'Emma, ce qu'elle portait quand elle avait quitté la maison ce matin, a demandé les informations de ma mère et de Jessica. Elle a promis que des officiers seraient dépêchés immédiatement, que la sécurité de l'aéroport serait avertie, qu'ils commenceraient les recherches sur le champ. Cela ne m'a pas rassurée. Rien ne me rassurerait tant que je n'aurais pas ma fille dans mes bras. Je suis arrivé à l'aéroport en 27 minutes, j'ai abandonné ma voiture dans une zone de stationnement interdit clairement indiquée juste devant l'entrée du terminal, et j'ai sprinté à l'intérieur. 2 agents de sécurité attendaient déjà près des portes, ainsi qu'un officier de la police de l'aéroport dont le badge indiquait Martinez. « Êtes-vous Jennifer Sullivan ?» a demandé l'officier Martinez. Quand j'ai hoché la tête, à bout de souffle, elle a continué. Nous avons déjà lancé un protocole de recherche de niveau 1. Chaque sortie est surveillée. Personne ne quitte cet aéroport tant que nous n'aurons pas localisé votre fille. La TSA a été prévenue. La sécurité du terminal vérifie toutes les toilettes et nous avons les yeux sur chaque flux de caméra. Ils ont dit qu'elle était peut-être bâillonnée, ma voix s'est brisée. Ma sœur a dit qu'elle était peut-être enfermée dans des toilettes, bâillonnée, et ils ont tous ri. L'expression de l'officier Martinez s'est durcie. Nous vérifions chaque toilette de ce terminal. Les toilettes familiales, les cabines pour handicapés, toutes. Avez-vous une photo récente d'Emma ? J'ai ouvert la galerie de photos de mon téléphone avec des doigts tremblants. Je lui ai montré la photo que j'avais prise la veille d'Emma dans sa robe violette préférée, tenant son lapin en peluche. L'officier Martinez a transmis la description de l'image par radio à ce qui semblait être une douzaine de personnes différentes, sa voix nette et autoritaire. Un autre agent de sécurité s'est approché en courant. Nous avons les informations de la porte d'embarquement pour le vol de Miami. United Airlines, départ il y a 17 minutes. Devons-nous le faire demi-tour ? Pas encore, a dit Martinez. Localisons d'abord l'enfant. Nous devons retenir ce vol à la porte jusqu'à ce que nous résolvions cette situation. J'ai commencé à avancer vers le terminal, mais Martinez m'a doucement attrapé le bras. Madame Sullivan, j'ai besoin que vous restiez calme et que vous restiez avec moi. Nous avons 30 officiers qui cherchent en ce moment. Courir partout frénétiquement n'aidera pas Emma. La meilleure chose que vous puissiez faire est de rester ici au centre pour que nous puissions vous contacter dès que nous la trouverons. Rester immobile semblait impossible. Chaque instinct me hurlait de fouiller moi-même chaque recoin de cet immense bâtiment, d'ouvrir chaque porte jusqu'à ce que je trouve mon bébé. Mais Martinez avait raison. Je ne ferais que gêner la recherche organisée déjà en cours. Alors j'ai attendu. 3 minutes semblaient durer 3 heures. Le personnel de sécurité de l'aéroport passait en courant dans différentes directions, parlant dans leur radio, vérifiant des pièces. Les voyageurs normaux s'arrêtaient pour observer l'agitation, se demandant probablement s'il y avait une menace pour la sécurité, s'ils devaient s'inquiéter pour leur propre vol. Mon téléphone a vibré.
Une autre publication Instagram de Jessica, montrant cette fois la vue depuis leur siège de première classe. Des verres de champagne bien en vue, avec la légende « Chin a laissé les drames derrière nous. Miami, nous voilà. Viens première classe. » Une rage folle m'a envahi, submergeant temporairement la peur. Comment pouvait-il faire ça? Comment ma propre mère, ma propre sœur, pouvaient-elles abandonner une enfant de 4 ans et ensuite poster des photos de leurs vacances comme si de rien n'était? Quel genre de personne était-elle? Madame Sullivan? Un autre agent de sécurité est apparu, légèrement essoufflé. Nous l'avons trouvé. Le soulagement m'a frappé si fort que mes genoux ont littéralement fléchi. Martinez m'a soutenu pendant que l'agent continuait. Elle est dans des toilettes familiales au 2e niveau, terminal C. Elle est physiquement indemne, mais elle est très bouleversée. La porte était barricadée de l'extérieur avec un chariot d'entretien, et quelqu'un lui avait mis du ruban adhésif sur la bouche. Nous appelons une ambulance pour l'examiner, mais elle vous réclame. Je ne me souviens pas avoir couru. Un instant, j'étais près de l'entrée. L'instant d'après, je faisais irruption dans des toilettes familiales où Emma était assise par terre dans sa robe violette, des traces de larmes sur son visage, son lapin en peluche serré contre sa poitrine. Une ambulancière était agenouillée à côté d'elle, parlant doucement, tandis qu'un autre ambulancier retirait soigneusement les résidus d'adhésif autour de la bouche d'Emma. Maman! Emma s'est jetée sur moi, et je l'ai rattrapée, la serrant si fort qu'elle ne pouvait probablement pas respirer correctement. Elle sanglotait, son petit corps tremblant contre le mien. J'ai eu peur. Mamie était fâchée. Tati Jessica a dit que j'étais méchante. Ils m'ont mise ici et je ne pouvais pas sortir. Je suis là maintenant, mon bébé. Je suis là. Tu es en sécurité. Je l'ai bercé, déposant des baisers sur le dessus de sa tête, respirant l'odeur familière de son shampoing à la fraise. Elle allait bien. Traumatisée, terrifiée, mais physiquement indemne. Les ambulanciers l'ont examinée pendant que je la tenais, confirmant qu'elle n'avait aucune blessure à part une légère irritation de la peau due au ruban adhésif. Ils ont recommandé un suivi avec son pédiatre et m'ont donné des informations sur les ressources de conseil pour les enfants ayant subi un traumatisme. L'officier Martinez se tenait à proximité, prenant des photos du chariot d'entretien qui avait bloqué la porte, documentant tout soigneusement. Madame Sullivan, je dois vous informer que nous traitons ceci comme un cas d'abandon et de mise en danger d'enfant, a dit Martinez doucement. Nous aurons besoin de votre déclaration complète, et nous devrons également parler à Emma, mais nous aurons un spécialiste des services à l'enfance pour mener cet entretien. Les membres de la famille impliqués sont actuellement sur le vol 2847 pour Miami. Quand ils atterriront, ils seront interpellés par la police de l'aéroport et les autorités locales. Bien. Le mot est sorti plat et froid. Je le pensais. Emma s'est accrochée à moi pendant que nous passions les heures suivantes à faire des déclarations, des entretiens, des évaluations médicales. Une psychologue pour enfants nommée Dr Rebecca Chen a parlé avec Emma en utilisant une approche douce et adaptée à son âge, avec des animaux en peluche et du matériel de dessin pour l'aider à exprimer ce qui s'était passé. Emma a expliqué avec son vocabulaire de 4 ans comment sa grand-mère s'était mise très en colère quand je n'étais pas arrivée à l'heure. Comment tante Jessica avait dit qu'Emma gâchait tout. Comment elle l'avait emmenée dans les toilettes et lui avait dit de rester là et de se taire. Elles ont dit que tu ne voulais plus de moi, a murmuré Emma à un moment donné. Et mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Elles ont dit que j'étais trop de problèmes. Ce n'est pas vrai, Emma. Ce ne sera jamais vrai. Tu es la personne la plus importante dans mon monde entier. Je l'ai serrée contre moi, retenant mes larmes car je devais être forte pour elle à ce moment-là. Les images de vidéosurveillance de l'aéroport racontaient toute l'histoire. Les caméras montraient ma mère et Jessica conduisant Emma dans les toilettes familiales à 10h47. Jessica en est ressortie seule 2 minutes plus tard, poussant un chariot d'entretien qu'elle avait apparemment pris dans un placard de rangement. Elle l'a positionné contre la porte des toilettes, la barricadant efficacement. Puis les 2 femmes se sont éloignées sans un regard en arrière, ont retrouvé Derek et les enfants, et se sont dirigées vers leur porte d'embarquement. Le ruban adhésif était du ruban toilé, tendu sur la bouche d'Emma pour la faire taire.
Elle avait réussi à l'enlever elle-même au bout d'une heure environ, mais elle ne pouvait pas déplacer le chariot de l'intérieur de la pièce verrouillée. Elle avait été piégée là pendant près de 3 heures avant que la sécurité ne la trouve. L'officier Martinez m'a tenu au courant par téléphone au fur et à mesure que la situation évoluait. Après avoir trouvé Emma, la sécurité de l'aéroport avait retenu le vol pour Miami à la porte. Ma mère, Jessica, Derek, Madison et Tyler ont été débarqués de l'avion par la police de l'aéroport avant qu'ils ne puissent décoller. Ils ont été détenus dans une zone sécurisée du terminal, puis formellement arrêtés et placés en garde à vue. Leurs bagages ont été retirés de l'avion, leurs vacances de première classe se terminant avant même d'avoir quitté le sol de la Pennsylvanie. D'après ce que je comprends, votre mère a d'abord prétendu que tout cela n'était qu'un malentendu, m'a dit Martinez. Elle a dit qu'Emma avait simplement été difficile et qu'elle devait lui donner une leçon sur le bon comportement. Votre sœur a apparemment ri et a dit que vous étiez dramatique. C'est à ce moment-là qu'on leur a parlé des accusations criminelles déposées, des preuves vidéo que nous avions déjà obtenues, et du fait qu'elle n'irait nulle part sauf en garde à vue. Les charges étaient lourdes, mise en danger d'enfants, abandon d'enfants, séquestration illégale de mineurs, fausse déclaration aux forces de l'ordre. Ils ont été arrêtés sur le champ au terminal de l'aéroport. Leurs vacances se sont terminées avant d'avoir commencé, les 3 adultes passant par le système carcéral du comté. Les enfants, Madison et Tyler, ont été placés temporairement auprès des services sociaux jusqu'à ce que les parents de Derek puissent venir de Pittsburgh plus tard dans la soirée pour les récupérer. De retour à la maison, j'étais assise avec Emma sur le canapé, son film d'animation préféré passant à la télévision. Bien qu'aucune de nous ne regardait vraiment, elle s'était endormie contre moi, épuisée par les pleurs et le stress. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de membres de la famille élargie, d'amis de ma mère et de ma sœur qui avaient vu les reportages et les publications sur les réseaux sociaux concernant les arrestations. Certaines personnes les défendaient. Pouvez-vous le croire ? De vrais êtres humains suggéraient que je surréagissais, qu'Emma n'avait probablement pas été en danger réel, que ma mère et ma sœur avaient juste fait une mauvaise évaluation. Ces personnes ont été immédiatement bloquées. Je n'avais pas de place dans ma vie pour quiconque pensait qu'abandonner une enfant de 4 ans dans les toilettes d'un aéroport était autre chose que monstrueux. D'autres étaient, à juste titre, horrifiés. Ma tante Patricia, la sœur cadette de ma mère, a appelé en larmes. Jennifer, je suis tellement désolée. Je n'arrive pas à croire que ma propre sœur ait pu faire une chose pareille. Comment va Emma? Que puis-je faire pour aider? Patricia est devenue l'une de mes rares connexions familiales restantes après que tout a implosé. Elle a témoigné contre ma mère et ma sœur lors des procédures judiciaires, fournissant des témoignages de moralité et confirmant un schéma de comportement narcissique et manipulateur qu'elle avait observé au fil des ans. La bataille juridique a duré des mois. Ma mère a engagé un avocat coûteux qui a essayé tous les angles pour minimiser ce qui s'était passé. Ils ont prétendu qu'Emma s'était égarée toute seule. Ils ont suggéré que j'avais coaché son témoignage. Ils n'ont produit absolument aucune preuve pour aucune de ces affirmations car, bien sûr, les images de vidéosurveillance de l'aéroport et les rapports de police contredisaient tout ce qu'ils disaient. L'approche de Jessica était encore pire. Elle a donné une interview à une chaîne de télévision locale, les larmes coulant sur son visage, affirmant qu'elle avait suivi les ordres de ma mère et ne réalisait pas la gravité de la situation. Je pensais que Jennifer savait où était Emma, a-t-elle sangloté devant la caméra. Je ne ferai jamais de mal à ma nièce. C'est un terrible malentendu. Le procureur m'avait déjà montré les images de Jessica riant en positionnant le chariot d'entretien contre la porte des toilettes, donc je savais exactement à quel point ses larmes étaient sincères. Emma a commencé une thérapie 2 fois par semaine avec le Dr Chen. Elle faisait des cauchemars où elle était enfermée dans de petits espaces, a développé une anxiété de séparation chaque fois que je devais la quitter des yeux. Son enseignante de maternelle a remarqué qu'elle était devenue renfermée, moins encline à interagir avec les autres enfants. Le traumatisme que ma famille lui avait infligé pour leur propre amusement cruel avait des effets durables qu'aucune peine de justice ne pourrait entièrement réparer. J'ai demandé des ordonnances restrictives d'urgence contre ma mère et Jessica, qui ont été accordées immédiatement compte tenu des circonstances.
Il leur était interdit de s'approcher à moins de 150 mètres d'Emma ou de moi, de nous contacter directement ou par des tiers, de poster sur nous sur les réseaux sociaux. Lorsque ma mère a violé l'ordonnance restrictive en se présentant à l'école maternelle d'Emma 3 mois plus tard, elle a eu droit à un autre bref séjour en prison et à une ordonnance restrictive prolongée. Les semaines qui ont suivi les arrestations sont devenues un flou de consultations juridiques et de mesures de protection. J'ai engagé un avocat nommé Marcus Brennan, un spécialiste du droit de la famille hautement recommandé par l'officier Martinez. Marcus avait traité des cas de maltraitance parentale et de traumatismes familiaux pendant 15 ans, et sa réputation au palais de justice était redoutable. Notre première réunion a duré 3 heures. Marcus a examiné méthodiquement chaque élément de preuve, les images de vidéosurveillance, les rapports de police, les évaluations des ambulanciers, l'évaluation préliminaire de l'état psychologique d'Emma par le docteur Chen. Il prenait des notes dans un dossier en cuir, s'arrêtant parfois pour poser des questions de clarification sur l'histoire de ma famille, sur d'éventuels incidents de comportement préoccupants antérieurs. Il y en avait eu, ai-je réalisé en parlant, des choses plus petites que j'avais ignorées ou rationalisées au fil des ans. La fois où ma mère avait enfermé Emma dans un placard pendant 10 minutes pour la punir d'avoir renversé du jus sur son tapis blanc. Jessica critiquant constamment l'apparence d'Emma, disant à une fillette de 3 ans qu'elle devenait potelée et devait moins manger. La façon dont elles excluaient délibérément Emma des photos de famille pendant les fêtes, prétendant qu'elle n'était pas assez photogénique. Cela établit un schéma, a dit Marcus, son expression grave. Ce n'était pas un incident isolé de mauvais jugement. C'était une escalade de la violence qui a culminé par une mise en danger criminelle. Nous allons nous assurer qu'elles n'auront plus jamais accès à Emma. Jennifer, je vous le promets. Ma mère et Jessica ont été libérées sous caution 3 jours après leur arrestation. Les conditions étaient strictes, remise des passeports, surveillance électronique, présentation obligatoire au service présententiel. Elles sont toutes deux retournées en Pennsylvanie séparément, bien que ma mère ait immédiatement commencé une campagne de dénigrement contre moi par le biais de connaissances communes. Elle a appelé mon ancienne patronne au cabinet dentaire où j'avais travaillé avant la naissance d'Emma, inventant une histoire selon laquelle j'empêchais Emma de la voir par dépit, que tout cela était une vengeance pour une offense imaginaire de l'enfance. Mon ex-patronne, Sarah, m'a appelé pour vérifier l'histoire, le choc évident dans sa voix. Jennifer, ta mère dit aux gens que tu as tout inventé parce que tu es jalouse du mariage réussi de Jessica. Elle m'a montré les publications Instagram de Jessica sur le fait d'être faussement accusée. Je voulais juste entendre ta version des faits, car cela ne te ressemble pas du tout. J'ai envoyé à Sarah les articles de presse, les rapports de police officiels qui étaient maintenant publics, les documents judiciaires. Sa réponse est arrivée 30 minutes plus tard. Oh mon Dieu! Je suis tellement désolée. Je les ai bloquées toutes les deux. Comment va Emma? C'est devenu ma nouvelle normalité. Me défendre, ainsi qu'Emma, contre une campagne de désinformation coordonnée tout en essayant de maintenir une semblance de routine dans nos vies. J'avais pris un congé de mon travail d'infirmière à l'hôpital, utilisant toutes mes vacances et passant en congé sans solde parce qu'Emma ne supportait pas encore d'être loin de moi. Nos économies diminuaient rapidement malgré le fonds d'aide aux victimes qui a aidé à couvrir certaines dépenses. Le mari de Jessica, Derek, a engagé son propre avocat et a immédiatement commencé à coopérer avec les procureurs, chargeant à la fois ma mère et ma sœur en échange d'une peine plus clémente. Son témoignage a brossé un tableau que je n'avais pas entièrement saisi auparavant. Apparemment, le plan d'abandon avait été discuté la veille au soir. Ma mère l'avait suggéré pendant le dîner chez elle, en colère que j'ai été évasive sur l'heure de notre départ, convaincue que je les mettrais en retard pour leur vol. Et si Jennifer ne se montre pas du tout, aurait dit ma mère, selon la déclaration de Derek. Sommes-nous censés rater nos vacances parce qu'elle n'arrive pas à s'organiser? Peut-être qu'on devrait juste laisser la gamine quelque part et la laisser gérer les conséquences de son irresponsabilité. Jessica avait ri et ajouté, honnêtement, Emma est une telle peste ces derniers temps, toujours à se plaindre et à pleurer. Peut-être qu'une bonne frousse lui apprendrait les bonnes manières. Derek a prétendu qu'il pensait qu'elle plaisantait, qu'il n'avait jamais imaginé qu'elle le ferait vraiment. Son avocat a fait valoir qu'il n'était coupable que de ne pas être intervenu, pas d'avoir participé activement à l'abandon.
Le procureur n'était pas entièrement convaincu, mais la coopération de Derek était suffisamment précieuse pour justifier un accord de plaidoyer. Lire ces transcriptions m'a rendu physiquement malade. Elle l'avait planifié. Ce n'était pas une décision spontanée prise sous le coup de la frustration. Elles avaient réellement discuté de l'abandon de ma fille pendant le dîner, comme si elles décidaient quel restaurant essayer à Miami. Les cauchemars d'Emma se sont aggravés vers le 2e mois. Elle se réveillait en hurlant, convaincue d'être de retour dans ses toilettes, incapable de respirer. Le Dr Chen a ajusté son approche thérapeutique, incorporant une thérapie par le jeu plus intensive et quelque chose appelé EMDR, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, qui aide apparemment les victimes de traumatismes à traiter les souvenirs perturbants. J'ai assisté à une séance où le Dr Chen a demandé à Emma de dessiner ces « endroits sûrs » et ces « endroits qui font peur ». Les endroits sûrs étaient notre salon, sa chambre, ma voiture. Les endroits qui faisaient peur comprenaient les toilettes, toutes les toilettes maintenant, pas seulement celles de l'aéroport, la maison de ma mère, chose intéressante, les publications Instagram de Jessica. Emma avait vu certaines des photos de sa tante sur les réseaux sociaux chez son amie Lily. Le Dr Chen a expliqué après la séance, la mère de Lily suit Jessica, elle ne réalisait pas qu'il y avait un lien. Emma a eu une crise de panique en voyant le visage de sa tante sur l'écran du téléphone. J'ai appelé la mère de Lily, Amanda, ce soir-là, lui expliquant la situation sans entrer dans les détails. Amanda était mortifiée, a immédiatement cessé de suivre toutes les personnes liées à ma famille et a envoyé à Emma un colis avec ses collations préférées et une licorne en peluche. Les petites gentillesses de quasi-inconnus signifiaient tout pendant ces mois sombres. Les audiences préliminaires ont commencé en novembre, 6 mois après l'incident. J'ai dû voir ma mère et Jessica en personne pour la première fois depuis que tout s'était passé. Elles étaient assises à la table de la défense dans des tenues conservatrices clairement choisies pour présenter une image respectable. Ma mère en blazer marine, Jessica dans une robe grise qui lui donnait l'air d'assister à une réunion d'entreprise. Aucune d'elles ne me regardait. Quand je suis montée à la barre des témoins pour témoigner du traumatisme continu d'Emma, du fardeau financier et émotionnel de leurs actions, ma mère fixait ses mains. Jessica examinait ses ongles comme s'ils étaient la chose la plus fascinante au monde. Leurs avocats ont essayé de me dépeindre comme une parente peu fiable. J'avais dormi trop longtemps ce matin-là, n'est-ce pas? J'avais été en retard, causant du stress à tout le monde. N'était-il pas vrai que j'avais des antécédents de problèmes de gestion du temps? N'annulais-je pas fréquemment des projets à la dernière minute? Marcus s'est opposé à la plupart de ces questions, mais certaines sont passées. J'ai répondu honnêtement, oui, j'avais dormi trop longtemps. Oui, j'avais été en retard ce matin-là. Mais être en retard ne justifie pas d'abandonner un enfant dans les toilettes d'un aéroport. Être parfois désorganisé ne signifie pas que je suis inapte ou que ma fille méritait d'être terrorisée. L'accusation a diffusé les images de vidéosurveillance au tribunal. Les regarder sur le grand écran de la salle d'audience était encore pire que de les voir sur la tablette de l'officier Martinez à l'aéroport. Chaque détail était magnifié. La façon dont ma mère serrait le bras d'Emma assez fort pour laisser des marques. L'efficacité désinvolte avec laquelle Jessica positionnait le chariot d'entretien. L'absence totale d'hésitation ou de remords sur leur visage. Plusieurs membres du jury semblaient visiblement perturbés. Une femme plus âgée au dernier rang essuyait des larmes. Le juge, un homme au visage sévère nommé Howard Blackwell, qui siégeait depuis 23 ans, ne montra aucune émotion, mais ses questions aux avocats de la défense devinrent de plus en plus pointues. Maître, votre cliente prétend que c'était un manquement momentané au jugement. Pouvez-vous expliquer comment barricader la porte des toilettes avec un chariot d'entretien après avoir bâillonné la bouche d'un enfant constitue un manquement momentané? Cela semble être une série d'actions délibérées prises sur plusieurs minutes. L'avocate de Jessica, une jeune femme nommée Catherine Hall, qui semblait dépassée par la gravité de l'affaire, a bredouillé une réponse sur le stress et la mauvaise prise de décision. Le juge Blackwell n'a pas semblé impressionné. La couverture médiatique était implacable. Les chaînes de télévision locales campaient devant le palais de justice, me tendant des microphones à chaque fois que j'entrais ou sortais. Mademoiselle Sullivan, que pensez-vous du témoignage de votre mère?
Mademoiselle Sullivan, pardonnerez-vous un jour à votre famille? Mademoiselle Sullivan, certaines personnes en ligne disent que vous utilisez votre fille pour attirer l'attention. Que répondez-vous? Marcus m'a protégé de la plupart de cela, publiant une brève déclaration en mon nom. La seule préoccupation de Mademoiselle Sullivan est le bien-être de sa fille et de s'assurer que justice soit faite. Elle ne donnera pas d'interview pour le moment. Mais le tribunal de l'opinion publique était impitoyable. Des youtubeurs spécialisés dans les affaires criminelles ont fait des vidéos analysant l'affaire, souvent avec des vignettes sensationnalistes montrant le visage d'Emma, qu'ils avaient tiré des anciennes photos Facebook de ma mère avant que je ne les fasse retirer. Des fils de discussion sur Reddit disséquaient chaque aspect de ma vie, débattant si j'étais d'une manière ou d'une autre complice, si j'aurais dû savoir que ma famille était dangereuse. Un fil particulièrement cruel suggérait que j'avais tout orchestré pour la sympathie et l'argent d'un procès. Ces gens ne me connaissaient pas, ne connaissaient pas Emma, n'avaient jamais connu la terreur viscérale de ces heures où je ne savais pas si ma fille était vivante ou morte. Mais ils se sentaient en droit de juger, de spéculer, de transformer notre traumatisme en divertissement. J'ai arrêté de lire les sections de commentaires, arrêté de chercher mon propre nom sur Google, me concentrant entièrement sur Emma, les procédures judiciaires et le fait de traverser chaque journée sans m'effondrer complètement. Le procès lui-même s'est étalé sur 3 semaines en février. L'hiver s'était installé sur la Pennsylvanie avec un froid brutal, la neige s'accumulant en monticules sales le long des marches du palais de justice. J'ai témoigné plusieurs fois, subi le contre-interrogatoire des 2 avocats de la défense, les regardant essayer de démanteler ma crédibilité morceau par morceau. Le docteur Chen a témoigné de l'état psychologique d'Emma, de son diagnostic de troubles de stress aigu qui évoluerait probablement en TSPT sans une intervention continue. Les ambulanciers ont témoigné avoir trouvé Emma dans ses toilettes, les résidus de ruban adhésif autour de sa bouche, ses pleurs terrifiés. L'officier Martinez a détaillé toute l'enquête pour le jury, les procédures de bouclage, le moment où ils ont localisé Emma. Derek est monté à la barre et a fourni son témoignage accablant sur la conversation du dîner, sur la façon dont ma mère et Jessica avaient planifié l'abandon. Sa voix tremblait alors qu'il décrivait s'être senti mal pendant le vol, réalisant qu'elle l'avait vraiment fait, mais ayant trop peur du tempérament de ma mère pour parler. Elle a cette façon de vous faire sentir que vous êtes fou de la remettre en question, a dit Derek doucement. Comme si le problème, c'était vous, pas elle. J'aurais dû appeler la police depuis l'avion. J'aurais dû faire quelque chose. Je vis avec cette culpabilité chaque jour. Les enfants de Jessica, Madison et Tyler, ont été interrogés par des psychologues pour enfants dans le cadre de l'enquête. Madison, qui avait 9 ans à l'époque, a dit aux enquêteurs que sa grand-mère avait dit qu'Emma avait besoin d'une leçon et que tante Jennifer la gâtait pourrie. Tyler, seulement 6 ans, se souvenait surtout d'avoir été confus de ne pas voir Emma avec eux dans l'avion. La stratégie de la défense semblait être de tout tenter pour voir ce qui fonctionnerait. Ils ont suggéré qu'Emma s'était égarée seule et s'était retrouvée coincée accidentellement dans les toilettes. Les images de vidéosurveillance ont immédiatement réfuté cela. Ils ont prétendu que j'avais coaché Emma pour mentir sur ce qui s'était passé. Le témoignage du docteur Chen sur les descriptions cohérentes et adaptées à son âge de l'événement par Emma a démoli cette théorie. Enfin, ils ont essayé de faire valoir que ma mère et Jessica étaient simplement dépassées, qu'elles avaient fait une terrible erreur mais n'avaient pas l'intention de causer un préjudice réel. L'accusation a contré avec l'enregistrement de l'appel téléphonique. Oui, j'avais enregistré quand j'avais appelé ma mère depuis la voiture, bien que je ne m'en sois pas rendu compte à l'époque. Mon téléphone avait accidentellement déclenché une application de mémo vocale. Le jury a entendu la voix froide de ma mère disant qu'Emma était « difficile ». Ils ont entendu le rire de Jessica alors qu'elle plaisantait sur le fait qu'Emma était bâillonnée et enfermée dans des toilettes. Ils ont entendu la cruauté désinvolte, l'absence totale d'inquiétude pour une enfant de 4 ans disparue. La délibération a duré 6 heures. Je les ai passés dans une petite salle de conférence avec Marcus et Patricia, incapables de manger ou de boire, attendant simplement. Patricia me tenait la main et priait doucement. Elle était religieuse d'une manière douce et non intrusive que j'ai trouvée réconfortante malgré mon propre agnosticisme. Lorsque l'huissier nous a rappelés dans la salle d'audience, mon cœur battait si fort que j'avais des vertiges. Le jury est entré avec des expressions soigneusement neutres.
Le juge Blackwell a demandé s'ils avaient atteint un verdict. Nous l'avons, votre honneur. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Ma mère et Jessica. Les mots semblaient surréalistes, comme si je regardais cela arriver à quelqu'un d'autre. Autour de moi, les gens réagissaient. Le léger hoquet de soulagement de Patricia. Le signe de tête satisfait de Marcus, une sorte d'agitation à la table de la défense que je ne me suis pas retourné pour voir. Le juge Blackwell a fixé le prononcé de la peine 3 semaines plus tard, puis a levé la séance. Je suis sorti dans le froid après-midi de février, me sentant vidé, épuisé jusqu'à la moelle. Les caméras attendaient, bien sûr, mais je les ai à peine remarquées. Marcus a fait une autre brève déclaration pendant que Patricia me guidait vers sa voiture. L'audience de détermination de la peine a été plus courte que le procès, mais d'une certaine manière plus intense émotionnellement. Les déclarations des victimes étaient autorisées, et j'ai préparé la mienne soigneusement avec l'aide de Marcus. Debout au pupitre, face au juge Blackwell, avec ma mère et Jessica assises à quelques mètres de moi, je me suis enfin permis de parler directement de ce qu'elles avaient fait. Ma fille avait 4 ans lorsque vous avez décidé que sa peur et sa souffrance étaient des conséquences acceptables pour mon retard à des vacances. Elle avait 4 ans lorsque vous lui avez mis du ruban adhésif sur la bouche, l'avez enfermée dans une pièce et êtes partie en riant. Elle en a 5 maintenant et elle se réveille encore en hurlant. Elle a peur des toilettes, des portes fermées, d'être laissée seule ne serait-ce que quelques minutes. Vous avez brisé quelque chose en elle ce jour-là, quelque chose qui ne guérira peut-être jamais complètement. Je m'étais promis de ne pas pleurer, mais les larmes sont venues quand même. Vous étiez censé être sa grand-mère et sa tante. Vous étiez censé l'aimer et la protéger. Au lieu de cela, vous l'avez torturée parce que vous étiez agacé par moi. Et vous ne vous êtes jamais excusé. Vous n'avez jamais montré la moindre once de remords pour ce que vous avez fait à une enfant innocente. Ma voix s'est brisée sur les derniers mots. Je suis retournée à ma place, tremblante, le bras de Patricia autour de mes épaules. Les procureurs ont ajouté leurs recommandations, citant la nature préméditée du crime, la violation extrême de la confiance, et le préjudice durable causé à Emma. Le juge Blackwell a pris son temps avant de parler, son expression grave. Au cours de mes 23 années à ce siège, j'ai vu de nombreux cas de maltraitance et de négligence envers les enfants. Ce cas est unique par sa cruauté calculée. Vous, Madame Sullivan, il a regardé directement ma mère, et vous, Madame Patterson, son regard s'est tourné vers Jessica, avez pris une enfant vulnérable, l'avez terrorisée, puis êtes parti en vacances sans une seconde pensée. Vous en avez ri. Vous avez posté sur les réseaux sociaux pendant que cette enfant était assise, seule et terrifiée, dans des toilettes verrouillées. Il a condamné ma mère à 18 mois de prison, suivi de 3 ans de probation et d'une évaluation psychologique obligatoire. Jessica a reçu 15 mois de prison et 2 ans de probation. Derek a écopé de 6 mois de probation pour sa participation passive. Le procès pénal s'est finalement terminé près d'1 an après cette horrible journée à l'aéroport, mais notre combat n'était pas terminé. Marcus avait préparé simultanément une poursuite civile, et nous l'avons déposée 2 jours après le prononcé de la peine. Nous avons poursuivi pour détresse émotionnelle, pour les coûts de thérapie continue d'Emma, pour des dommages-intérêts punitifs, pour les futurs soins psychologiques, pour mes salaires perdus pendant les mois où je n'avais pas pu travailler. L'avocat de ma mère, un avocat différent cette fois, son avocat pénaliste ayant apparemment refusé de continuer à la représenter, a tenté de faire valoir qu'elle avait déjà été suffisamment punie, que la peine de prison et la probation étaient des conséquences suffisantes. Marcus a présenté une ventilation détaillée des coûts de thérapie d'Emma projetés sur des années, combinés à des témoignages d'experts sur l'impact à long terme des traumatismes de l'enfance. Cet enfant nécessitera probablement une intervention thérapeutique pendant des années, voire des décennies, a témoigné le Dr Chen lors des procédures civiles. L'abandon qu'elle a subi, combiné à la trahison par des membres de sa famille qui auraient dû la protéger, crée un traumatisme complexe qui ne se résout pas simplement avec le temps. Madame Sullivan mérite une compensation qui reflète le coût réel et continu de la guérison de sa fille. Le procès civil n'a duré qu'1 semaine, et le jury nous a accordé encore plus que ce que nous avions demandé, $750 000 de dommages-intérêts au total.
Ma mère et Jessica devraient liquider leurs actifs pour payer, finiraient probablement par déclarer faillite, et feraient face à des conséquences financières pour les années à venir. Je n'ai ressenti aucun triomphe à ce sujet. L'argent aiderait pour les soins d'Emma, absolument, mais aucune somme d'argent ne pourrait défaire ce qui lui avait été fait. La justice avait été rendue, sur le plan juridique, mais la vraie victoire serait qu'Emma grandisse en bonne santé et heureuse malgré ce qu'elle lui avait fait. Marcus m'a également aidé à demander des ordonnances restrictives permanentes et la déchéance des droits parentaux des grands-parents, ce qui en Pennsylvanie exige de prouver que le contact serait préjudiciable à l'enfant. Compte tenu de tout ce qui s'était passé, le juge a accordé les deux demandes sans hésitation. Jessica a demandé le divorce alors qu'elle était encore incarcérée, décidant apparemment que Derek aurait dû empêcher toute la situation, bien qu'il ait été tout aussi complice. Leur procédure de divorce est devenue compliquée et publique, Jessica essayant de prétendre que Derek l'avait manipulée pour abandonner Emma, tandis que l'avocat de Derek la dépeignait comme l'instigatrice principale. Je suis restée loin de leur destruction mutuelle, reconnaissante seulement que Madison et Tyler aient été placés chez les parents de Derek à Pittsburgh, loin du désordre toxique que leurs parents avaient créé. Le procès civil que j'ai intenté a été réglé à l'amiable. L'avocat de ma mère lui a conseillé d'accepter mes conditions, qui comprenaient un paiement financier substantiel versé directement dans un fonds en fiducie pour les futures dépenses de thérapie et d'éducation d'Emma, ainsi que la renonciation par ma mère et Jessica à tout droit de visite en tant que grand-mère ou tante, de façon permanente. Elles ont signé pour renoncer à leur droit de revoir Emma un jour. Je n'avais jamais ressenti un tel soulagement de toute ma vie. Emma a maintenant 5 ans. Elle s'épanouit en maternelle, a des amis qui viennent jouer à la maison, adore le football, le dessin et les livres d'images sur les dragons. Elle voit encore le Dr. Chen de temps en temps, bien que moins fréquemment qu'avant. Elle ne pose plus de questions sur sa grand-mère ou sa tante Jessica. Quand elle voit d'autres enfants avec leurs grands-parents aux événements scolaires, elle tient plutôt la main de sa tante Patricia, et Patricia chérit chaque moment de cette relation. Parfois, les gens me demandent si je pense avoir surréagi. Si peut-être, avec le temps et une thérapie familiale, une réconciliation aurait été possible. Si j'ai privé Emma d'une relation avec sa grand-mère et sa tante qui aurait pu être réparée. Je pense au visage d'Emma dans ses toilettes d'aéroport, terrifiée et seule, du ruban adhésif sur la bouche, se demandant si sa mère l'avait vraiment abandonnée. Je pense à ma sœur riant en barricadant une porte avec une enfant de 4 ans piégée à l'intérieur. Je pense à ma mère me disant calmement qu'Emma était « difficile », tout en montant à bord d'un avion pour Miami. Puis je regarde Emma maintenant, en bonne santé, heureuse et en sécurité, grandissant en sachant que sa mère la protégera toujours, que personne qui lui fait du mal n'aura une seconde chance de le refaire. Je regarde la famille que nous avons construite avec tante Patricia, avec la merveilleuse thérapeute d'Emma, avec des amis qui se sont montrés présents quand nous en avions le plus besoin. Des gens capables de faire ce que ma mère et ma sœur ont fait à une enfant sans défense ne sont pas capables de changer. Ils sont capables de performances convaincantes, de manipulation, de tordre les récits pour répondre à leurs besoins. Mais un remords sincère, une transformation réelle, je ne crois pas qu'ils possèdent ces qualités. Emma mérite mieux que des gens qui la traumatiseraient puis en riraient. Elle mérite une famille qui la chérit, qui n'envisagerait jamais, même en 1 million d'années, de la laisser seule et effrayée comme une punition tordue pour une perturbation d'horaire que j'avais causée. Ma famille a eu exactement ce qu'elle méritait. Ils ont été arrêtés dans un aéroport, leurs vacances gâchées, leur réputation détruite, leur liberté enlevée. Ils ont obtenu des casiers judiciaires, des ordonnances restrictives et la perte permanente de l'accès à Emma. J'ai récupéré ma fille en toute sécurité. Au final, c'est la seule chose qui a jamais compté. La surprise qui attendait ma mère, Jessica et Derek lorsque la sécurité les a débarqués de cet avion n'était pas du champagne, des palmiers et le luxe d'un complexe hôtelier. C'étaient des policiers, des menottes et les conséquences de leur propre choix monstrueux. Ils avaient posté sur les réseaux sociaux qu'ils laissaient le « drame » derrière eux, sur leur vie de béni et leur vie en première classe. Au lieu de cela, ils ont eu des photos d'identité judiciaire, des casiers judiciaires et une place au premier rang pour voir ce qui se passe quand on abandonne l'enfant de quelqu'un d'autre en pensant qu'on peut s'en tirer parce qu'on a acheté des billets de première classe. La justice n'est pas toujours parfaite.
Le système juridique ne fonctionne pas toujours comme il le devrait. Mais parfois, juste parfois, les bonnes personnes font face aux bonnes conséquences au bon moment. Et parfois, la seule surprise que les personnes horribles reçoivent est celle qu'elles méritaient absolument.